bienvenue dans cette première vidéo du E1, donc dans laquelle on va tout d'abord faire un rappel de cours sur l'ionisation des acides aminés et notamment sur la forme zwitterionique. Ensuite, on va revoir ce qu'est la courbe de titration d'un acide aminé et les différences qu'il peut y avoir entre un acide aminé à chaîne latérale non ionisable comme la glycine et un acide aminé à chaîne latérale ionisable comme l'histidine par exemple. Ensuite, on va revoir ce qui est le point isoélectrique d'un acide aminé. Et enfin, on fera un exercice résolu dans lequel on aura une courbe de titration d'un acide aminé et un calcul de point isoélectrique. Donc tous les acides aminés possèdent au moins deux fonctions ionisables. La fonction amine NH3+, NH2 dont le pK vaut 9 et la fonction acide carboxylique COH, CO-, dont le pK vaut 2,1. Ainsi, les acides aminés sont dits amphotères ou ampholites. Cela signifie qu'ils peuvent perdre ou recevoir un proton en fonction du pH. Donc tous les acides aminés peuvent exister sous au moins trois formes d'ionisation. La forme cationique, lorsque le pH est inférieur à 2,1, et là la charge nette vaut plus 1. La forme anionique, lorsque le pH est supérieur à 9 et la charge nette est de moins 1. Et la forme zwitterionique, lorsque le pH est compris entre 2,1 et 9. Et là, la charge nette vaut 0, car on a un NH3+, et un CO-, et les charges s'annulent. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que APH physiologique, APH 7, c'est la forme zwitterionique qui est majoritaire. Ok, donc maintenant, on va parler de la courbe de titration d'un acide aminé et du point isoélectrique d'un acide aminé, aussi appelé PI. Donc la courbe de titration, ça représente l'évolution du pH en fonction de l'ajout progressif d'une base dans la solution. Donc ici, on a la courbe de titration de la glycine, qui est un acide aminé à chaîne latérale non ionisable. On remarque sur la courbe qu'il y a deux portions quasiment horizontales au niveau des pK de la glycine. Ça correspond à un effet tampon exercé par les groupements ionisables au niveau de leur pK. Et du coup, on peut lire les pK sur une courbe de titration. On remarque aussi qu'ici, il y a une portion quasiment verticale. Et en fait, si on lit graphiquement au milieu de cette portion verticale, ici, on obtient le PI de l'acide aminé, qui en l'occurrence pour la glycine vaut 5,5. Donc le point isoélectrique, on peut soit le déterminer graphiquement comme ici, soit de façon numérique en effectuant la demi-somme, donc la somme divisée par 2 des pK qui entourent la forme zwitterion. Donc en l'occurrence pour la glycine, 2,1 plus 9 divisé par 2, ce qui donne 5,5. Et donc tous les acides aminés à chaîne latérale non ionisable ont une courbe de titration qui est très semblable, vu qu'ils ont tous les deux mêmes groupements qui sont ionisables. Et donc ils ont tous le même PI qui est de 5,5. Donc par contre, il faut faire attention car il y a aussi des acides aminés qui ont une chaîne latérale ionisable et donc il faut le prendre en compte lors de la courbe de titration. Donc par exemple ici, il y a la courbe de titration de l'histidine et donc il y a un plateau en plus au niveau du pKr qui vaut 6 donc. Et donc là, il faut faire attention parce que vous avez 3 pK et donc pour calculer le point isoélectrique, il faut bien trouver quels sont les 2 pK qui entourent la forme zwitterion pour pouvoir le calculer. Ok, donc maintenant on va passer à l'exercice résolu. Donc tout d'abord ici on a la courbe de titration d'un acide aminé, on ne sait pas lequel, et donc on va pouvoir déterminer quel est cet acide aminé à partir de la courbe de titration. Donc déjà on remarque qu'on a 3 plateaux sur la courbe de titration, donc c'est un acide aminé à chaîne latérale ionisable. Donc on a un plateau aux environs de 2,1 qui est le pK de la fonction acide carboxylique, on a un plateau aux environs de 9 qui est le pK de la fonction amine. Et on a enfin un dernier plateau aux environs de 12,5 qui est le pKr de l'acide aminé arginine. Donc on peut déterminer que cet acide aminé c'est l'arginine. Donc maintenant qu'on a identifié que l'acide aminé sur la courbe de titration précédente c'était l'arginine, on va calculer le point isoélectrique de l'arginine. Donc pour ça on trace un tableau avec tous les groupements ionisables de l'arginine, donc la fonction acide carboxylique, la fonction amine et la fonction guanidine sur la chaîne latérale qu'on simplifie par NH2 plus NH et on écrit tous leurs pK par ordre croissant, donc 2,1 pour le pK de la fonction acide carboxylique, 9 pour le pK de la fonction amine et 12,5 pour le pK, donc le pKr, le pK de la chaîne latérale. Et ensuite, donc pour chaque groupement, on regarde la charge du groupement au pH, dans la tranche de pH concernée. Donc on commence, donc pour la fonction COH, CO-, donc le pK est de 2,1. Donc si le pH est inférieur à 2,1,
la charge du groupement est de 0. Et après 2,1, la charge est de moins 1. Pour le groupement NH3+, NH2, le pKa est de 9. Donc si le pH est inférieur à 9, la charge est de plus 1. Et après 9, la charge est de 0. Et pour le groupement NH2+, NH, donc le pKa est de 12,5. Donc avant 12,5, la charge est de plus 1. Et après, la charge est de 0. Ensuite, on regarde la charge totale de l'acide aminé pour chaque tranche de pH. Donc par exemple, si le pH est inférieur à 2,1, on a une charge nulle et deux charges plus. Donc on a une charge nette de plus 2. Entre 2,1 et 9, on a une charge moins et deux charges plus qui donnent une charge nette de plus 1. Entre pH égale 9 et 12,5, on a une charge nulle, une charge moins et une charge plus qui donne une charge nette de 0. Et si le pH est supérieur à 12,5, on a une charge nette de moins 1. Ce qui nous donne que la forme zwitterionique de l'arginine se situe lorsque le pH est compris entre 9 et 12,5. Et donc pour calculer le PI, donc on fait la demi-somme des pK qui entourent la forme zwitterion, donc en l'occurrence 9 et 12,5. Donc on a PI égale 9 plus 12,5 divisé par 2, ce qui est égal à 10,75. Et voilà, on a calculé le point hydroélectrique de l'arginine. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la charge d'un peptide. Tout d'abord, le rappel de cours, c'était la première vidéo faite par Grégoire. Ensuite, nous allons voir le tableau des pKa des différents peptides. Puis, nous ferons un exemple avec la cystéine et nous ferons un exercice résolu. Du coup, le tableau des pKa. Pour ceux qui connaissent la boisson des Kir Royal et au cassis, on peut retenir grâce à l'astuce mémotechnique des Kir. Et une autre astuce pour le 10,8 et le 10,9 qui sont très proches, le Y de la tyrosine ressemble à un 9 et le K de la lysine ressemble à un 8. On fait pause et on apprend. Du coup, une fois que vous avez trouvé vos acides aminés qui vont avoir un pKr, on va faire un tableau où nous placerons les pKa et les pKr dans l'ordre croissant. Et dans la hauteur, nous marquerons les N-ter, C-ter et les différents acides aminés concernés. Pour remplir le tableau, il faut savoir qu'avant le pKa, nos fonctions elles seront protonées et qu'après le pKa, les fonctions seront déprotonées. Donc c'est parti, on commence par les deux fonctions basiques. Moi je préfère les regrouper. Donc avant leur pKa respectif, on est sur une charge positive. Donc on sait que la lysine, son pKa c'est 10,8. Donc jusqu'à 10,8, c'est positif. Une fois que nous avons traversé le pKa de la lysine, on va mettre 0. Ensuite, on fait pareil avec le N-ter. On sait que le N-ter, son pKa, ça va être 9. Donc jusqu'à avant, on met plus. Et ensuite, nous mettrons 0. Du coup, maintenant, nous allons passer aux acides aminés qui ont une fonction acide. Et pour eux, ça va être l'inverse. Avant le pKa, on ne sera pas chargé. Et après le pKa, nous serons chargés négativement. Donc, pour le C-ter, son pKa, c'est 2,1. Avant, nous sommes à 0. Ensuite, c'est que du moins. Pour la tyrosine, son pKa, c'est 10,9. Donc, après 10,9, on est moins. Et avant, on est 0. 0, 0, 0. Pour le glutamate, son pKa, c'est 4,1. Donc avant, on est à 0 et ensuite négatif. Et pour la cystéine, c'est 8,3. Donc une fois qu'on a rempli son tableau, on fait la charge totale de chaque colonne pour pouvoir ensuite placer les pH et trouver la charge du peptide à un pH donné. Donc voilà, ici on a fait toutes les colonnes et on va chercher la charge à pH 3. On situe le pH 3 qui est ici et on descend. On voit donc que la charge du peptide à pH 3, elle vaut 1. À pH 7, on fait la même chose, on le place et on voit que ça vaut 0. Et pour le pH 11, on voit qu'on est à -4. On va même pouvoir, si l'exercice nous le demande, calculer un PI, puisqu'on a trouvé
Là où le peptide n'est pas chargé, ça veut dire à pH 7. Donc on additionnera 8,3 et 4,1 qu'on divisera par 2, ce qui nous donnera le PI. Nous allons maintenant prendre par exemple la cystéine pour déterminer la charge de cet acide aminé à un pH donné. Donc pour commencer, on se souvient que le pKa de la cystéine vaut 8,3, que le pKa de COH vaut 2,1 et que le pKa de NH3NH2 vaut 9. Donc on fait un petit tableau qu'on va remplir. Donc avant le 2,1, la fonction acide carboxylique elle est à 0 et après son pKa, on est à moins. Pour la fonction NH3NH2, on est positif avant le pKa, puis on est égal à 0. Et pour la fonction SHS-, on est négatif avant le pKr et négatif après. Et donc ensuite, on fait le total. Donc, et ensuite, on n'aura plus qu'à placer le pH. On sait qu'à pH 1, donc on est en dessous de 2,1, on sera donc on aura un acide aminé chargé plus. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du 1 qui sera la dernière sur les protéines et donc qui va porter sur le séquençage des protéines de plus de 100 acides aminés. Donc tout d'abord, nous allons voir le principe de la fragmentation et de l'analyse par recouvrement des séquences d'acides aminés. Ensuite, nous allons voir les moyens de clivage chimique et enzymatique pour fragmenter les séquences. Et enfin, nous procéderons à la résolution d'un exercice. Concernant le séquençage des acides aminés, donc comme c'est dit dans le cours, si votre protéine fait moins de 80 à 100 acides aminés, on procède au séquençage d'Edman qui est expliqué dans le cours. Mais là, on s'intéresse au cas où votre protéine fait plus de 80 à 100 acides aminés. En fait, le problème du séquençage d'Edman, c'est que c'est une technique qui n'est pas sûre à 100%. Et donc, plus votre protéine à analyser et à séquencer est longue, plus la probabilité d'avoir une erreur est élevée. Du coup, si vous avez plus de 80 à 100 acides aminés dans la protéine, on procède à ce qu'on appelle la fragmentation et l'analyse par recouvrement des séquences d'acides aminés. Donc, par exemple, ici, nous avons deux protéines qui sont exactement les mêmes, sauf qu'on va les fragmenter à des endroits différents sur chaque exemplaire. Donc par exemple, sur cette protéine, sur cet exemplaire-là, on la fragmente 3 fois en 4 fragments. Et sur cet exemplaire-là, on la fragmente en 3 fragments. Et ensuite, on procède au séquençage d'Edman sur chaque fragment. Et ensuite, ce qui nous permet d'analyser par recouvrement et de retrouver la séquence totale de la protéine en entière. Donc concernant la fragmentation des acides aminés, lorsque votre protéine fait plus de 80 à 100 acides aminés, on peut soit procéder à un clivage chimique, soit à un clivage enzymatique. Donc pour le clivage chimique, on a le bromure de cyanogène qui coupe après une méthionine sans restriction, donc qui coupe toujours après une méthionine si elle est présente. Et pour le clivage enzymatique, on a deux types d'enzymes. On a les endopeptidases qui coupent à l'intérieur des protéines et les exopeptidases qui coupent aux extrémités des protéines. Dans les endopeptidases, nous avons la trypsine qui coupe après les acides aminés arginine et lysine, sauf si vous avez une proline après. On a aussi la chymotrypsine qui coupe après les acides aminés phénylalanine, tryptophane et tyrosine, qui sont les acides aminés aromatiques, sauf si vous avez une proline après également. Et dans les exopeptidases, on a la carboxypeptidase A qui coupe l'acide aminé en position C-terminale, sauf s'il s'agit d'une arginine, d'une lysine ou d'une proline, et la carboxypeptidase B qui libère l'acide aminé en position C-terminale uniquement s'il s'agit d'une arginine ou d'une lysine. Ok, donc on va passer à l'exercice résolu maintenant. Donc on nous dit soit un peptide de 11 acides aminés, l'hydrolyse acide donne les acides aminés M, A, V, K, G, R, F, N, I et S. Le traitement au DNFB libère G. Le traitement au bromure de cyanogène donne un dipeptide et un nonapeptide. Le traitement à la chymotrypsine libère un pentapeptide IKSNR et 2 tripeptides dont AVW. Et le traitement à la carboxypeptidase B libère R.
Donc déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est que on dit qu'on a 11 acides aminés, mais dans l'hydrolysacine, il n'y en a que 10. Ça signifie qu'il y a un tryptophane ici en plus qui est détruit lors de l'hydrolysacine et qu'il ne faut pas oublier de placer lorsqu'on va reconstituer la séquence. Ensuite, on dit le traitement au DNFB libère une glycine. Donc forcément, en première position, vous avez une glycine. Je vous conseille, à chaque fois que vous pouvez placer un acide aminé de manière sûre, de les barrer dans la liste de l'hydrolysacide, sans oublier les tryptophanes s'il y en a. Ensuite, on nous dit le traitement au bromure de cyanogène donne un dipeptide et un nodapeptide. Donc une séquence à 2 acides aminés et une séquence à 9 acides aminés. Donc ça signifie que comme le bromure de cyanogène coupe après une méthionine, vous avez une méthionine soit ici, en position 2, soit ici, en position 9. Ensuite, le traitement à la chymotrypsine libère un pentapeptide IKSNR et 2 tripeptides dont AVW. Donc ça signifie que vous avez 2 acides aminés aromatiques à l'intérieur de la protéine, qui en l'occurrence ici seront la phénylalanine et le tryptophane. On nous dit ensuite le traitement à la carboxypeptidase B libère une arginine. Donc votre dernier acide aminé, c'est une arginine que vous pouvez barrer. Ensuite, on sait qu'on n'a qu'une seule arginine dans la liste. Et ici, on nous donne la séquence qui contient l'arginine. Donc on peut placer tous les autres acides aminés de la séquence. Donc I, K, S, N et le R qu'on avait déjà placé. Et on peut tous les barrer. Ensuite, j'ai dit tout à l'heure qu'on avait une méthionine soit ici, soit ici. Donc comme ici on n'a pas une méthionine, on a une sérine, ça veut dire que ici on a une méthionine. Et donc on peut barrer la méthionine comme on avait dans la liste. Ensuite, on sait que comme lorsqu'on coupe à la chymotrypsine, dans ces 6 acides aminés là, il y a 2 tripeptides, dont le tripeptide AVW, qui ne peut pas se trouver en première position puisque la séquence commence par GM. Donc forcément, la séquence AVW se trouve aux positions 4, 5 et 6, ici. Donc on peut barrer AVW. W, je vous rappelle qu'on avait rajouté car il n'apparaît pas à l'hydrolysacine. Et du coup, il nous reste uniquement la phénylalanine à placer ici. Et on peut vérifier que c'est bon, car si on coupe à la chymotrypsine, ça va bien couper après la phénylalanine et après le tryptophane et donner un tripeptide, 2 tripeptides et un pentapeptide. Et donc on a reconstitué la séquence du peptide en question. Voilà, c'est tout pour cette vidéo du E1. Merci d'avoir regardé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas aussi à lâcher un gros like, à vous abonner, à activer la cloche. Et merci et à la prochaine.